Ça va faire on boit presque au milieu d'abord. Ok. Il est bon, hein. On s'en fout, hein. Allez. Les acéranes, vous voulez. Il faut en faire une vis tant qu'à faire. On passe une heure. Une vis. On a une. Voilà, d'accord. Ok, ok. La vis, elle est là. C'est bon, là. C'est bon? On y va. T'es arrivé quand? Ben écoute, je sais pas, il y a un petit quart d'heure. Ah bon, c'est bon. Bah oui, c'est bon. Ça va? C'est des pions. Ah oui. Tu veux boire une bière? Il y a un frigo. Là, je vais faire un double. T'as tout réinstallé? J'ai un pote. On va essayer quelque chose. C'est pas la bonne époque pour essayer. Oh, il y a 20 ou 30 ans, une BD que j'ai. Et alors, c'était sur Camera Rock'n'Roll. Ça colle, parce qu'il explique pourquoi ça colle. C'était Oncle Bernard. Ça. Nous en sommes au petit déjeuner avec un petit coup sur le. C'est laquelle? Kalachnikov, la La pelle. plus ancienne, c'est le ramasse-poussière. C'est ramasse-poussière, ouais. Donc ça, tu l'as fait en quelle année? Ça, c'est une idée que j'ai eue il y a 20 ans, j'ai jamais abouti. C'est la pièce où j'ai mis le plus de temps à trouver une solution. À l'époque, il y avait le Minitel. Donc en 84, j'avais l'expo de béton, j'avais moulé le téléphone, parce que je voulais absolument caser ce téléphone qui allait disparaître. Et il y a le Minitel qui est arrivé. Donc, c'est-à-dire, on rencontre plus Denise ou Robert, il y a un intermédiaire qui fait que tu rencontres peut-être Denise ou Robert, ce qui n'est plus la même chose. Le Minitel, après maintenant il y a Internet, il y a tout ça, c'est le fait d'avoir besoin
pour rencontrer une histoire, d'avoir besoin d'un intermédiaire. Un intermédiaire qui a priori une fiction. Ouais. C'est pas intermédiaire, c'est pas tu vas chez l'épicier qui te ramène le litre de lait qu'il a trouvé chez le mouton, machin. Et donc j'ai dit, ça me plaît pas, c'est pas la vie. Parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte, tu peux avoir tout ce que tu veux par intermédiaire. Quoi. Le litre de lait, la nana, le mec, le machin. Et souvent, en plus, c'est un gros qui répond, un mec qui répond à la place de Denise. Donc ça me plaisait pas ce genre de truc et je voulais faire une pièce là-dessus. Sur la non-communication, en fait. 36-15, à l'époque c'était 36-15. En fait, tu as affaire à quelqu'un et en fait, c'est une fiction. Le mec, il dit, je m'appelle Denise, il peut s'appeler Robert, parce qu'en fait, il n'y a pas de son. Donc déjà, tu cherches la copine, le coup que tu veux tirer ou pas, ou le mari que tu veux, t'espères avoir, tu vas faire intermédiaire. Et là c'est... Forcément, là, tu vas te faire arnaquer. Enfin, ça marche sans doute, mais il y a une grosse partie d'arnaque. À 80%, c'est un business. Donc, c'est comme si on a besoin de ça. Donc, d'ailleurs, on délègue à quelque chose de fictif tous les pouvoirs. À ce moment, on délègue la bouffe. Le poireau, on ne le fait plus, mais on l'achète, on ne sait pas si c'est du poireau. On délègue tout et finalement, on se délègue soi-même. On peut aussi ne pas exister. Quoi. Donc, je vais faire une pièce là-dessus. Et donc, j'avais moulé le téléphone parce que c'est encore esthétiquement, c'est encore une forme d'un appareil où on peut penser que c'est un téléphone. Cette forme a disparu, alors maintenant un portable, aucun intérêt à mouler. Le portable, c'est plus une forme, c'est une fonction. C'est que la fonction. D'ailleurs, la fonction et la forme. Il y a encore l'artisan qui a pondu le machin, l'écouteur, allô Robert, machin. Il y a encore besoin d'un espèce d'état mécanique, une industrie qui a fait un mec qui a pondu un truc qui fait qu'on peut prendre, téléphoner, tout ça. Donc la forme était intéressante avec le cadran et tout. Donc je l'ai moulé, j'ai jamais trouvé d'histoire. J'ai essayé plein de trucs, j'ai fait un gros tam-tam, ça allait pas, j'ai fait un machin. Je trouvais pas comment on trouvait ce nom. Puis à un moment, il y a deux ans, je sais pas pourquoi, en faisant le ménage, comme d'habitude, le fameux ramasse-poussière que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs, c'est l'aspirateur. Le ramasse-poussière, ça va bien parce que ça fait la forme de ce ramasse-poussière. Il y a à la fois la forme dans laquelle on met la poussière, il y a le manche aussi. Et le manche, il a quand même son rôle à dire. Parce que le manche, c'est à la fois... ça tient la chose pour la balancer, mais en même temps dans le manche, c'est aussi la turlute que le mec espère en ayant Denise, alors que c'est Robert qui répond. Enfin tu vois, je pense à un truc dans ce genre-là. Donc à la fois le côté pipeau, ça peut être joyeux, forcément. Un coup sur 10 000, ça peut bien se passer aussi. Quelque part, c'est amusant, tu as affaire à quelque chose, comme si un génie te dit, je m'appelle Denise, puis c'est vraiment Denise, et puis c'est vraiment, tu te tapes Denise, puis en plus elle est jolie, exactement. Donc de temps en temps, le miracle arrive. Le ramasse-poussière m'a paru vierge, sans rien, comme une pièce de théâtre. C'est à la fois rectangulaire, en même temps c'est rond au bout, donc ça tourne comme dans une petite placette théâtrale. C'est théâtral. Donc les téléphones, j'ai commencé à faire des moulages de téléphones qui s'enfonçaient au fur et à mesure. Au fur et à mesure que c'était la cata, le téléphone, l'espoir. Tu vois, de Denise qui arrive jamais. Je dis Denise, mais ça peut être un autre. Ça sombre, et en fait, j'avais pas assez. La forme est suffisamment petite, en la désépaississant pour arriver à l'enfoncement total, la progression, j'avais pas une bonne progression esthétique. Celui qui était un peu plus enfoncé, il a été presque comme l'autre. Donc il y avait, à part 2-3 éléments où il y avait vraiment 2-3 cm en moins, ça passait pas. C'était trop désespéré, ça allait pas. Du coup, j'ai pensé faire comme dans les bureaux du film de Tati, là, où là vraiment les téléphones sont de manière cinétique côte à côte. Donc à ce moment, c'était plus qu'une vibration de son ou de machin, et puis bon, c'est comme ça. Donc je les ai mis tous. Là, c'est-à-dire que là, finalement, Là, c'est peut-être un échec total, tout est au même niveau, si tu veux. Pour moi, tout est au même niveau. Là. Que ce soit quelqu'un d'intelligent, de con, de pas con, de bon, de pas bon, ça met tout au même niveau, quoi. Tu as revu d'avion, c'est pas un truc qui me plaît forcément. Donc voilà, c'était ça un peu l'histoire. Voilà. Donc un ramasse-poussière, c'est aussi l'avantage, c'est que ramasse-poussière, tu peux le prendre, tu peux balancer. Tu ramasses et tu peux balancer. Voilà. Et c'est toi qui as eu l'idée de l'appel téléphonique. C'est vrai que j'ai même pas pensé. C'est une pelle et que c'est ça fonctionne quoi, Voilà, donc l'histoire c'est une histoire marrante, mais celle-là c'est celle où j'ai mis le... Des fois je mets du temps, mais celle-là j'ai mis vraiment du temps pour trouver la théâtralité si tu veux. Qui quand même, c'est vrai que c'est quand même, on est à une époque quand même où c'est vraiment, il y a le leurre quoi. Et en fait on nous promène. T'as la forme du poulet, t'as pas le poulet, t'as la forme du machin, t'as pas le truc. Bon encore les bagnoles, ça ressemble pas à des voitures mais ça roule. Mais tout est pas non plus totalement nul, mais si tu veux, il y a quand même... Le fait d'avoir besoin d'un intermédiaire, évidemment, ça Donc c'était le titre du sujet qui est d'ailleurs pas inscrit sur la pièce.
Donc, quand j'habitais Paris à l'époque, quand on va écouter du jazz et qu'on est parisien, on traverse souvent la Seine. Ouais. Donc, on traverse les fleuves. Donc, on enjambe souvent des ponts. C'est vrai. Moi, j'étais dans le Marais, j'allais dans le Saint-Germain ou ailleurs, tu traverses des ponts. Quand on franchit un pont, on passe des fois d'une culture à une autre. Ce pont, il enjambe un flux, il enjambe un courant, qui est l'eau, mais qui peut être le sang, qui peut être les courants. Tous ces fleuves, les ponts, ils enjambent des fleuves, et tous ces fleuves qui circulent, c'est des fleuves sur lesquels il est arrivé des tas de sortes de gens, de tous les endroits, des marchandises, des choses, des types de poissons, tout ce qu'on veut. Donc c'est en même temps comme le sang, c'est un flux. Oui. C'est pour ça qu'il y a le pont. À cause de ça d'ailleurs. Et donc j'ai mis des voitures dessus, parce que sur ce pont il y a des voitures, mais pour faire ce pont, j'avais un problème, c'est que je m'étais basé sur des ponts mécanos de Bir Hakeim à Paris ou de D'accord, oui. Barbès et tout ça. Ces ponts en métal qui sont beaux, c'est un peu des jouets mécanos, parce que là au moins on sait a priori c'est un pont. Mais j'avais un problème, c'est que la structure des vrais ponts, comme on les voit sur le métro, ils sont dans l'autre sens. Bah oui. Alors moi ça ne pouvait pas dans l'autre sens, car mes bagnoles elles arrêtaient sur une colline, donc ça collait pas. Donc je l'ai mis à l'envers, et à l'envers ça m'a permis du coup de créer la bande de roulement, donc ce côté tampon buvard, et de faire cette bande où les voitures circulent, disons, pas en permanence, mais presque, elles circulent, il y a un mouvement. Le fait que si ça s'arrêtait, on peut dire la voiture s'arrête, mais là, le fait qu'il y a cette bande, on peut imaginer que ces voitures sont en mouvement, elles bougent. Alors elles sont, moi j'aime bien les grosses voitures, donc c'était une Buick, j'avais acheté ce jouet à l'époque, et tous ces gens qui sont dans ces voitures, ce sont les mêmes gens de la journée, ce sont les gens du soir qui sortent. Donc ce sont des gens, on ne sait pas qui c'est, il y a un anonymat en fait. Moi par exemple, si j'étais allé écouter du jazz la veille, personne ne le savait, et donc je pouvais très bien m'éclater en écoutant Monk, ou un concert d'un mec connu, ou Miles Davis, et j'allais pas en parler dans les bureaux, mais moi je m'étais intérieurement réjoui. Donc c'est à la fois un pont, bon il y a beaucoup de musiciens aussi de jazz aux États-Unis, je sais qu'ils se sont entraînés sous des ponts parce qu'ils faisaient du bruit, des mecs comme Rollins qui ont joué parce qu'ils devaient faire du bruit. Donc c'est quand même les ponts, c'est comme des structures qui franchissent ces rives, c'est quand même un passage d'une rive à une autre. Donc ce passage, il est nécessaire, mais en même temps, dans la vie, on est forcé aussi de traverser la rive et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ça fait partie de la communication, de la sociabilité et tout ça, donc c'était un ensemble de tout ça. Donc la pièce, il n'y a rien de plus, et j'ai marqué Monk dessus, parce que ça permet d'avoir les structures mécaniques du pont, et parce que Monk, c'est un nom qui, ça allait bien avec le métal, Monk. Alors ça aurait pu être du Kellington ou d'autres, mais là Monk ça allait très bien. Monk ça fait un peu comme un tag, mais ça allait bien. C'est tout à fait calme et ça fait bien des jambages de pont. Donc c'est vrai que c'est un pont à l'envers, mais voilà, cette pièce c'est à peu près ça quoi. Et quand j'ai fait cette pièce, j'avais pas prévu de faire l'arrondi. Ouais. J'ai prévu de faire droit. Ouais. Et moi j'ai dit ça s'arrête, donc elle tombe, donc c'est vraiment un pont, ça s'arrête au bord du précipice, de manière sentimentale, comme le jazz c'est une musique qui a été très importante pour moi. On s'en fout complètement. Voilà. Donc à peu près la pièce c'est à peu près ça. D'accord. Donc forcément elle est trouée parce que les piliers du pont, c'est un pont métallique normalement. Le temps du mécano quoi. Le mécano, même si le béton existait, le mécano, le métal, Eiffel, ce côté mécano. C'est un peu le constructivisme allégé, quoi, que j'aime bien dans léger, c'est toujours des constructions comme ça, des gens. Il y a tout ce côté mécanique. Avec des boulons d'étôle me plaît. Tu vois, le béton, c'est vrai que c'est le coulage. Ça se fait pas pareil. Mais la mécanique, c'est vrai qu'on met des bouts, on les boulonne et à un moment on fait une construction. Et ça, c'est assez vendant. Voilà. En bagnole. Moi, en bagnole, j'écoute pas la radio de toute façon. J'écoute rien. Je roule, je n'écoute jamais la radio. Donc je roule et je réfléchis. Et en bagnole, c'est comme dans les chiottes. T'es bien, tu peux rien faire d'autre que de conduire, sauf regarder si tu vas pas écraser un lapin. Et puis tu gamberges. C'est un voyage. La voiture, c'est comme quand tu es aux chiottes, c'est un moment où tu peux rien faire d'autre. Tu conduis, donc tu es dans un état. Ton corps est occupé à faire une action que tu ne peux pas faire autrement. Et quand tu es aux chiottes, tant que tu chies, tu ne peux pas faire autre chose que de chier. Donc du coup, tu as du temps de libre. Et en fait, c'est excellent. Pour moi, c'est la même chose. Les chiottes, vous roulez en bagnole, c'est pareil. Et donc, tu as le temps de gamberger. En manipulant le canon, quand j'ai fait ce canon, il faut être, même si ce n'est pas entièrement cohérent, il faut être cohérent. Hein, forcément, ce n'est pas un vrai canon, il ne marchera jamais. Mais symboliquement, il faut que ça fasse comme si. Donc les bonshommes que j'avais, les bonshommes de 50 cm, selon la forme dans laquelle je les mettais, je faisais une mitrailleuse par exemple, je ne faisais pas non plus un canon, ou je faisais une arme légère. Donc je suis parti, donc en alignant mes bonshommes,
j'ai cherché forcément les formes. Forcément, si tu les alignes, si tu les mets côte à côte, les bonshommes, ça va. Mais si tu les serres vraiment, ça fait la forme, tu fais un cercle avec. Ouais. Et puis à un moment, en les rangeant de nouveau, les petits, pour mon grille-pain, que je fais de temps en temps, à un moment, en les rangeant, je dis, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est la Kalachnikov. Et la pièce Free Afghan, elle est venue parce qu'on n'a rien à foutre d'Afghanistan, que si le peuple afghan, qui maintenant est noyé avec les talibans, les machins, le business, il est noyé total, si à ce moment-là, si un jour ceux qui seront lucides dans les jeunes Afghans qui viendront, ils pourront enfin peut-être virer tout le monde, j'espère, et retrouver leur culture et leur manière d'être. C'est une pièce optimiste en fait. Hein. Parce que ceux qui sont dans les pruneaux, là, c'est quand même sur les Afghans qui a priori arriveront à virer tout le monde. C'est une arme, quoi. Voilà, c'est une arme de libération en fait, du peuple afghan. Voilà. D'accord. Voilà. La pièce est venue comme ça est venu en 5 minutes. Hein. C'est les personnages, c'est les munitions qui comptent plus que l'arme. Voilà. Et en plus, l'avantage, c'est Kalachnikov, c'est l'arme la moins chère du monde, il y en a partout, facile à démonter. Et le peu de pays où je suis allé d'Afrique et tout ça, ils ont tous Kalachnikov. Et en même temps, symboliquement, elle correspond à une écriture. Parce que quand il y a eu au Miam l'expo sur les armes et tout ça, et il y avait la Kalachnikov, il y a des tapis avec la Kalachnikov dessus, c'est une arme quand même en Orient qui, symboliquement, elle correspond à un graphisme aussi, à une écriture. C'est une forme presque d'écriture orientale. Tu vois, je pense que c'est un mélange de tout. Et que le mec, cette arme, finalement, un pistolet mitrailleur français, il passerait pas. Mais au niveau du concept, de leur culture à eux, comme ils sont, cette arme, elle rentre dans une écriture. En même temps, elle va les libérer. En même temps, ils l'aiment bien, parce qu'ils aiment bien avoir les armes aussi. Ils aiment ça. Ils aiment les armes comme plein d'humains, d'ailleurs. Mais c'est un peu comme ils ont au Yémen, ils ont un couteau courbe comme ça. Ils l'ont, mais c'est un peu symbolique. C'est pas forcément pour tuer l'autre, mais ils l'ont. L'arme devient une écriture, alors qui les protège, les défend, leur donne une dignité, peu importe. Et je pense que cette arme-là, cette Kalachnikov, en Orient, c'est une écriture. Donc elle fait partie de ça aussi. Sinon, j'aurais pu faire une autre arme pour l'Afghanistan. Mais j'ai fait celle-là précisément parce qu'elle correspond, je pense qu'elle correspond bien à quelque chose. Ils l'ont, en eux, elle est intégrée dans leur biologie, si tu veux. Et elle est vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à la fois c'était l'écriture, la calligraphie, le machin, il y a quelque chose qui va avec. Ça va avec. Mais non, c'est pas du luxe. On va parler du canon. Ça fait 6 mois que j'ai commencé. J'ai fait le canon, on a déjà fait avec le copain, on a déjà fait 2 coulages. Parce que faut que je coule au fur et à mesure. D'abord parce que je peux pas couler tout d'un coup. D'abord il y a des problèmes d'équilibre, de contrepoids, enfin ça après c'est la technique. Or un canon c'est vraiment l'usine, c'est poum poum poum, faut que ça parte. Enfin je trouve une arme qui soit cohérente. Si je prends la grosse Bertha, c'est de temps en temps un obus qui fait pouf. Ça pas bon. Là, il faut que ce soit chair à canon, il faut que ça dépote. Il faut qu'il y en ait du massacre, là. Il faut qu'il y ait de la viande, faut que ça saigne, comme dirait Vian. Voilà, faut que ça saigne. C'est à ça que je faisais Donc là, tu vois, boum, boum, boum. Donc là, j'ai fait, pour équilibrer ma pièce, donc j'ai fait une forme qui a. Alors, la base est un peu épaisse, elle est trop lourde, mais vu ce que ça va porter, je suis forcé de faire une base qui est creuse, et qui pèse quand même 2 tonnes, mais il fallait qu'elle soit solide, parce qu'au-dessus, il va y avoir 1 tonne, 1 tonne et demie. J'ai forcé d'avoir un truc assez massif. J'ai mis du temps à calculer les proportions, et pour alléger ces proportions, j'ai fait dans les coffrages, j'ai laissé des vides pour foutre un gros rivet en bas. Parce que ce rivet donne le côté que l'arme elle est bien mise dans le sol, c'est-à-dire c'est croupe, c'est vraiment bien solide pour bien que ça marche. Faut pas que ça s'enraye, faut que ça y aille. Faut produire, tu vois. C'est grosse production. avec le sol. Voilà, complètement. Et en même temps, ça allégeait cette masse qui est quand même assez grosse. Et donc, les cartouchières, j'en ai fait 2 pour équilibrer, donc c'est pas logique, même pas ça fait rien. Donc il y a 15 bonshommes de chaque côté qui viennent, qui rentrent dans la culasse du canon, puis qui vont partir à de patresse. Donc après, c'est trouver des proportions, et cette pièce, c'est vrai, je l'improvise au fur et à mesure. Alors donc il y a ce canon, ces bonshommes qui partent en fumée, les pieds devant, bien sûr, et après, l'ensemble qui va être là-dessus, ça va être un espèce de trou des chiottes, un trou, sur lequel le grand manipulateur, qui est personne et tout ce qu'on veut, et un système, c'est un système ou une personne, il y a une sorte de siège en fait, un peu comme dans Alien, une espèce de siège un peu cyclopéen, avec des gros pieds de trucs d'usine de grue là, les gros marchepieds de chiottes turques et le chiotte au-dessus, et cette chose-là, sur laquelle il y a quelqu'un qu'on verra jamais, il y a la manipulation.
Et c'est une pièce que je voulais appeler No Problem Company, c'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, on peut y aller, il y a quand même des guerres partout, hein. Ben, c'est le pognon, il y a les terres aussi qui sont piquées en Afrique, pour des trocs. C'est qu'en ce moment, le système peut tout faire, du moment que les gens, que ça consomme et que ça marche, et c'est vrai que ça marche, cette consommation qui endort bien, si tu veux. C'est pas qu'on n'a pas besoin de fonctionner, d'avoir des choses, mais si vous voulez, en ce moment, c'est vrai qu'il y a un voile là, qui se met là-dessus, qui est parfait, et donc je me dis, c'est pour ça que les mecs, ils peuvent y aller. Hein. Ton discours là par rapport à la Kalachnikov, par rapport C'est autre chose, à la c'est pour un pelle, peuple par rapport précis. au canon, c'est un discours qui est clairement politique. Oui, mais c'est normal. Oui, mais non, mais je dis pas que c'est pas normal. Oui, Mais, c'est mais, oui, je veux c'est dire, normal. par rapport à tes pièces anciennes, la Oui, ville, tes villes, tes boules rondes. Ça, c'était de l'utopie d'urbanisme, ça. C'est le fantasme de l'urbanisme. Tu vois, un peu comme dans les films dans Fellini, Satyricon, ou dans les films de Pasolini. Alors, il prenait des vrais paysages. Il allait à Ürgüp, en Turquie, il allait au Maroc, il choisissait des endroits dans lesquels il recréait une nouvelle ethno. C'était des gens un peu bizarres ou pas, dans des contextes qui étaient beaux. Les villes que je faisais, c'était un peu ce fantasme-là. Bon, les villes, c'est vrai que les villes en terre et tout ça, que j'ai d'ailleurs vu peu, ou maintenant depuis quelques années dans le désert, c'est vrai qu'au niveau fantasme, t'as envie d'habiter là. Il y a tout. Il y a l'humanité, il y a le fantasme, il y a la beauté. Donc les tissus, les couleurs des tissus sur des maisons en terre, c'est vachement beau, les gens me paraissent très beaux. Et en même temps, et tu vis, c'est assez rationnel, il n'y a pas grand-chose. Hein, t'as un âne, un machin, 3 bouts de fromage, une super nana magnifique, ça suffit à occuper la vie. Tu vois, c'est avant la voiture, si tu veux, c'est autre chose. Oui, Quoi. oui. Donc c'est vrai que ça fait rêver. C'est avant Avant que je vois ces paysages-là, ouais. qu'ils existent, ça faisait quand même rêver, ça fait plus rêver que Bobigny, si tu veux. Ah oui. Parce que ces villes qui ont vraiment existé, Bobigny, à la limite, je dirais, ça n'existe pas. Parce que le côté impressionniste a disparu, parce que moi j'avais une tante qui était à Bobigny, j'ai amené des rames haricots d'ailleurs, et c'est que maintenant, je suis retourné à Bobigny il y a 25 ans, déjà tu ne reconnaissais plus, quoi. C'est Métropolis, si tu veux. Et là, on y arrive à Métropolis. Hein. Tu vois, je parle pas mal à Friesland, tu vois. Il a vu ce c'était ça, mais lui, c'était avant qu'il y ait vraiment le fascisme. Là, on n'est pas en époque fasciste, on n'y est pas. Mais il y a des comportements qui font que la mise en rang, elle marche quand même, tu vois. Et moi, j'ai été élevé à sortir du rang, donc d'une certaine manière, j'ai essayé de faire partie de cette humanité. Je veux pas être marginal, je veux pas être en dehors des gens. Je vais faire partie de cette communauté, mais pas n'importe comment, quoi. C'est vrai que on peut toujours dire que des sujets comme ça morbides, en fait, s'ils n'existaient pas, ça m'inspirerait pas. C'est vrai, mais ils existent. Et ils sont dans l'être humain, de toute façon. Ils sont dans l'être humain depuis qu'on est né. Hein. Que ce soit les Néandertaliens, les Pithecanthropes, tous les bordels qu'il y a eu, ça se passait pas de la même manière. Mais maintenant, on rejoint une forme de génétique, une forme quand même assez bizarre de comportement, qui nous fait plutôt descendre, régresser qu'augmenter, quoi. Même s'il y a des moyens, par contre, intellectuels, des moyens techniques fabuleux. Mais les moyens techniques qui ne sont pas inventés par un système, de toute façon. Le système s'en sert. Tout ce qui a été inventé par des gens, des individus. Que ce soit l'avion, la bagnole, le téléphone, toujours un mec, un bricoleur qui a inventé. Puis après, les systèmes, mais ça fait partie d'un produit de société. Un mec invente, et à un moment, une société a finalement besoin de ça, et ça marche. Après, tout dépend comment elle s'en sert. Voilà, donc je ne suis pas du tout pessimiste. Moi, je ne suis pas le genre pessimiste. Hein. Je suis optimiste total. Hein. Mais je vois la connerie, et la connerie, comme toutes les bouffes industrielles, là, c'est quand même la connerie, quoi. Ça met les gens en rang quand même, quoi. Les usines, maintenant, on les a foutues ailleurs. Alors, il faudrait aller maintenant en Roumanie pour voir des nouveaux prolos qui sont comme ceux qu'on a connus. Et qui ont des réactions, des comportements, qui peuvent éventuellement être politiques. Parce qu'en usine, les gens ne sont pas trop politiques non plus. Hein. Ils sont comme assez réacs. Beaucoup, il ne faut pas rêver. Hein. Ils sont beaucoup à droite plus qu'à gauche. Hein. J'ai vu ça, j'ai bossé en usine. Mais bon, en attendant, ça sort des gens intéressants là-dedans. Parce qu'ils bossent, ils savent bosser, ils ont un savoir-faire qui fait qu'ils ont un avis. Après, politiquement, ils peuvent être à côté de la plaque. Mais comme ils savent faire, dans le savoir-faire, il y a des comportements logiques, qui sont ni à gauche ni à droite, qui sont logiques et qui sont intelligents. Dans certains boulots. Pas tous les boulots. Donc c'est ça qu'il faut se servir. Il y a plein de gens très solides et très intelligents, heureusement. Hein. C'est ça qui est rassurant, c'est pour ça que ça marche. Mais autour, il y a quand même une crédulité, un machin. Les gens, là, on les met en rang facile. Là. Très facile. Un peu de tam-tam, un peu de machin, un petit coup de religion derrière, un prétexte à la con, le business tourne. Mais en même temps, il se passe des choses nouvelles, parce que la planète, elle est en train comme de dérouiller. Alors, il y a de l'exagération, en même temps, c'est vrai aussi. Donc, il y a des trucs, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est la force du futur. C'est pour ça que je suis optimiste, c'est qu'il peut se passer des choses imprévisibles qui font que ça peut se passer très bien. Il y a une masse qui a un pouvoir, mais qui ne veut pas le pouvoir, qui est extrêmement puissante et très intelligente. En France, il y a un nombre de gens quand même de tronches.
Alors, il n'y a pas qu'en France, moi je vis ici, mais il y a quand même une masse de gens qui ne veulent pas le pouvoir, mais qui sont des gens qui ont un pouvoir personnel de création, de créativité, de réaction. Ils ne veulent pas forcément le bordel. Mais à un moment donné, ces gens-là, quand ils sortent des gonds, ils ont un très gros pouvoir. Si eux ne veulent pas le pouvoir, mais l'ont par leur activité personnelle dans une société, on vit comme des dieux. Un mec comme Chaplin, si tu veux, c'est des mecs comme ça, ou autres, quelque part, tu vois ça, tu peux devenir révolutionnaire avec ça. C'est-à-dire que tu as pigé les trucs, quoi. Les critères, les choses dans lesquelles tu ne vas pas rentrer. Mais finalement, il faut les montrer, les dénoncer aussi. Sinon, il ne se passe rien. Donc lui, il a fait ça avec humour, vachement d'humour. Puis il a fait ça sans dramatisation. L'humour est vachement plus fort, si tu veux. Donc en fait, toute cette grosse manipulation, c'est qu'en fait maintenant, on a l'impression qu'on n'est plus... On n'a plus, par exemple, des hommes politiques, gauche ou droite, qui vont diriger les choses. C'est vrai que maintenant, ça devient un peu une fiction aussi. À un moment, tout peut se manipuler presque tout seul, si tu veux. Tu as ton compte qui est en Chine, le machin est au Japon, ta caisse de retraite est au Guatemala. En même temps, le mec, il n'est même pas au courant, mais il touche des royalties. À part se payer 10 putes et une grosse baraque et un beefsteak à cendri qui ne peut rien faire de plus. Parce qu'il n'y a pas de culture, là. Ouais. Tout n'est pas mauvais. Ouais. C'est pas parce qu'il y a le canon, les autres cons vont aller en rang, se faire buter et tout ça, que les autres à côté vont fonctionner aussi. Ça mobilise pas tout le monde. Les systèmes tels qu'ils évoluent, tout n'est pas mauvais, heureusement. Bah sinon, je ne pourrais même pas le dire, en fait. D'ailleurs, je ne pourrais même pas dire, que je ne pourrais même pas imaginer que je pourrais penser que je vais pouvoir le dire. C'est-à-dire, en fait, on serait lobotomisé complet. Donc la question ne se pose même pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Rien, parce que j'ai eu la chance d'être assez sensible je comprenais rien, mais ça m'a intrigué. Comment t'es arrivé à ça? Eh ben c'est comme ça, t'observes. Je voyais les gens dans la rue, j'étais dans un bureau qui était sur rue, j'ai dit qu'est-ce qu'ils font les gens dehors à cette heure-là? Il n'y a pas le chômage comme maintenant, hein. Il y a quand même du boulot. Du boulot con, mais il y a quand même du boulot. Hein. Chômage, je veux dire, tu trouvais du boulot facile, mais du boulot con, c'est-à-dire tu valais moins cher que la machine, donc tu avais du boulot. Et j'ai dit, qu'est-ce que font les gens dehors? Il n'y a pas, disons, les fractions de gens maintenant qui traînent ou pas, bon, c'était une autre époque. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Les gens sont dehors, et moi je suis dedans, dans mon boulot de con, j'ai 1000 balles par mois, eux ils sont dehors. Comment ils font? Comment ils ont les moyens d'être dehors? Ça m'avait intrigué ces gens dehors. Et moi je voulais être dehors en fait. Ah oui. Et à un moment, par des amis, j'ai rencontré une femme, une russe, je dis russe parce qu'elle était bien allumée, magnifique, et qui faisait la céramique comme ça, mais qui n'était même pas potière. Et j'ai vu je suis allé voir cette terre dans un atelier à Montparnasse qu'elle m'a indiqué. J'ai rien appris, mais j'ai touché la terre, et là j'ai dit, bon, c'est le flash quoi. Ça a été la pierre de Rosette pour que j'exprime tout. Là j'ai eu de la chance. La céramique pour moi, c'est, pour les grands mystiques, c'est qu'il y en a qui ont vu Dieu, moi c'est comme si j'avais vu Dieu. J'ai compris que là, incroyable que ça existe, que là-dedans, peut-être avec ça, je vais pouvoir trouver la pierre de Rosette qui va pouvoir moi-même me découvrir.